Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Radiolac, les clés de l'immobilier. C'est chaque jeudi 11h30, midi sur Radiolac. Il est question d'immobilier et d'urbanisme. On va faire comme si on n'avait pas eu de soucis techniques et on va reprendre nos habitudes. Bonjour Enzo Leboué. Bonjour Fabien, on rappelle quand même que le stade de Genève fait partie des installations urbanistiques de Genève et que c'est important de s'y rendre donc le 10 juin prochain. Non, 10 mai, pardon, j'ai sauté un mois. Le 10 mai. Pour le derby donc roman entre Lausanne Sport et Servette FC. Pascal Petro, vous êtes président de la Chambre genevoise immobilière, comme on l'a déjà dit il y a quelques instants. Vous êtes également avocat dans la vie et aujourd'hui nous allons parler de la Chambre genevoise et puis d'un thème qui concerne les Genevois, qui concerne ce qu'on appelle la zone de développement qui se construit à différents endroits à Genève et qui est accompagné de règles, de lois qui vont peut-être changer et vous allez nous expliquer le pourquoi, du comment dans un instant. On va revenir à la Chambre genevoise immobilière. La Chambre genevoise dont vous êtes le président accompagne les propriétaires de toutes sortes finalement, parce qu'on peut être propriétaire d'un immeuble, on peut être propriétaire d'une villa, on peut être propriétaire d'un appartement. Absolument. Et on peut être concerné par la Chambre genevoise immobilière. Absolument. Le but de la Chambre genevoise immobilière est de défendre les propriétés sous toutes ses formes. Nos statuts prévoient en fait deux axes qui sont un petit peu différents, mais qui finalement se rejoignent. Bien évidemment, le premier axe, c'est la défense de tous nos membres. Nous avons toute une série de sections. Nous avons 6600 membres. Nous avons une section de propriétaires de villas, environ 2000 membres. Une section de propriétaires d'appartements, plus de 2000 membres. Nous augmentons nos membres environ de 200 à 300 par année. Il y a également la section des propriétaires de gîtes ruraux. Ah, ça je connaissais pas. Ah oui, mais c'est très important. Et les propriétaires d'immeubles commerciaux et d'immeubles de rendement. Lorsqu'on devient membre de la Chambre, donc quand on rentre dans cette famille quand même assez grande de 6600 membres, on bénéficie d'un certain nombre de prestations, des conseils juridiques auprès de CGI Conseil. Donc CGI Conseil vous donne des conseils juridiques, vous accompagne dans le cadre de procédures devant les tribunaux, cas échéants. CGI Conseil vous donne aussi des conseils en matière fiscale. Donc je dirais que c'est un petit peu ça le premier angle assez concret. Il y a aussi vous pouvez aussi bénéficier de rabais pour des assurances, pour un certain nombre de fournitures que vous souhaitez acheter. Et puis il y a un autre aspect qui est un aspect plus politique qui concerne à la fois une volonté d'augmenter le nombre de propriétaires dans le canton de Genève et d'éviter des projets qui péjorent la situation des propriétaires. On pense en particulier à la fiscalité. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. On prendra 2 minutes pour parler tout de même des votations du 19P, importantes qui concernent la fiscalité en général, mais qui concernent naturellement l'immobilier. Et puis quand vous parlez de propriétaires, il est important de dire, pour certains de vos membres, c'est leur métier d'être propriétaire d'immeubles. Par contre, pour celui qui a juste un appartement, il ne connaît pas forcément le métier de l'immobilier puisqu'il a un autre travail. Et il est important de pouvoir être accompagné dans différentes démarches. Alors c'est vraiment ça le but. Avant de devenir président de la Chambre genevoise immobilière, j'étais président du groupement pendant presque 10 ans des propriétaires d'appartements. Et en fait, ce groupement est constitué de gens effectivement qui ont un métier qui n'a rien à voir avec l'immobilier et puis qui un jour achètent un appartement et ont besoin d'un certain nombre de conseils, ont besoin et envie d'être accompagnés. Nous éditons en particulier un manuel du propriétaire d'appartement qui est destiné à répondre à toutes les questions en matière de financement du bien immobilier, de répondre aux questions en matière fiscale, etc. Comment répondre, comment remplir sa déclaration fiscale, la valeur locative, enfin tout ça. On peut vous appeler au début de la démarche, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore propriétaire. Est-ce qu'une personne qui n'est pas membre peut déjà vous appeler ? Une personne qui est déjà membre peut déjà nous appeler. Une personne qui n'est pas encore propriétaire peut déjà nous appeler. On pourrait même imaginer, et ça nous arrive, nous avons quelques membres qui ne sont pas propriétaires,
qui souhaitent le devenir et qui deviennent membres au titre de leur intérêt particulier qu'ils manifestent envers la propriété immobilière. Voilà, parce qu'on peut vous appeler pour prendre les premiers renseignements, c'est-à-dire voilà, je suis locataire, j'aimerais passer de locataire à propriétaire, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va me coûter plus cher, moins cher? Parce que quand on achète quelque chose, il y a bien sûr l'investissement pour l'achat de l'objet, mais après toute une partie fiscale qui arrive sur votre déclaration d'impôt. Des lignes que vous ne remplissez normalement pas lorsque vous êtes locataire, mais que vous devez remplir lorsque vous devenez propriétaire. Et là, la Chambre genevoise immobilière conseille, dirige et peut donner des calculs qui sont simples pour ceux qui sont du métier, un peu plus compliqués pour les autres. Alors tous ceux qui sont intéressés par la problématique immobilière sont les bienvenus chez nous. Nous pourrons volontiers répondre à toutes les questions qui se posent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce manuel du propriétaire d'appartement qui est aussi utile alors qu'on souhaite le devenir et qu'on ne l'est pas encore, qui évoque un petit peu toutes les questions de la vie du propriétaire, financement, fiscalité, fonctionnement d'une PPE, partie commune, partie privative, etc. Donc il est passionnant. On répondra également, enfin vous répondrez en tant qu'avocat cette fois-ci et pas seulement président de la Chambre, à quelques questions concrètes en fin d'émission. J'ai vu également sur votre site internet, je pense que c'est nouveau, la partie énergie. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions quand ils achètent un objet, quand ils deviennent propriétaires. On a tous quand même une envie d'être un peu moins énergivore, d'aller vers les énergies renouvelables, mais de nouveau, quand c'est pas votre métier, c'est un peu compliqué de comprendre le terme HPE, haute performance énergétique. Absolument. THPE, très haute performance énergétique, ou pour certains, l'énergie, exactement. Et puis les sondes géothermiques, et puis ce genre de choses. Et là, vous donnez également ce genre de conseils. Oui, donc l'idée est vraiment de pouvoir donner un conseil global. Historiquement, on a commencé par les conseils juridiques. Ensuite, on s'est mis à la fiscalité parce que cette question prenait de plus en plus de place. Et puis, on essaye toujours d'élargir le spectre. Et aujourd'hui, l'énergie, la protection de l'environnement est un enjeu majeur. Alors, Pascal Petro, en tant que président de la Chambre genevoise immobilière, on va rentrer maintenant dans le sujet de la zone de développement 3, qui est une zone qu'on découvre à différents endroits à Genève, une zone qui représente les futurs quartiers de Genève. On peut en citer quelques-uns. Il y aura bientôt les communaux d'Ambilly, où les travaux ont déjà commencé avec la construction d'une première partie. Je crois qu'il y a 670 logements pour commencer. Il y aura encore 2 tranches de 1000 logements, dont 1000 sont déjà en cours. Et puis les derniers 1000, je crois qu'il y a une discussion entre l'État et la commune de Tonnay. Il y a également le quartier de l'Étang, du côté de Vernier, de l'autre côté des Citernes, qui lui comprend différentes activités. Mais il y a un peu plus de 1000 logements qui seront construits également à cet endroit, également avec des travaux qui ont démarré. Puis on a d'autres quartiers comme La Chapelle. Il y a déjà des immeubles qui sont construits, d'autres qui seront construits. Les Cherpines, ça n'a pas encore commencé, mais il devrait y avoir un quartier assez important avec, je crois, 4000 logements qui seront mis à disposition. Et quand on parle de ce nombre de logements, en fait, ils sont répartis dans différents domaines. Certains seront vendus à des futurs propriétaires en PPE, donc en propriété par étage, et puis d'autres seront en location, mais également classés dans différents domaines. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu une explication des logements disponibles en zone de développement? Oui, alors très volontiers. Je vais essayer de simplifier un petit peu la problématique parce que sinon tous les auditeurs auront mal à la tête. Bon, pour faire simple, la zone de développement est une zone dans laquelle des zones, initialement en zone villa ou en zone agricole, sont placées. On appelle ça zone de développement parce qu'elle est vouée à être développée. Donc évidemment, sur le Cardon, vous parlez des Cherpines, mais sur le Cardon, on va édifier des logements. Et puis dans les villas, on va aussi densifier. C'est un petit peu la philosophie, ce qui pose parfois des sujets extrêmement compliqués pour nos membres qui sont propriétaires de villas et qui se retrouvent classés en zone de développement et que nous défendons également. Bon, maintenant, sur le principe, donc, en zone de développement, l'État a une activité prépondérante, donc c'est une zone qui est contrôlée de manière quand même relativement précise. Actuellement, selon l'article 4A d'une loi qui s'appelle la Loi générale sur les zones de développement, pour faire simple,
un promoteur a la possibilité de faire environ 70% de ce qu'il souhaite. Ça peut être ce qu'on appelle du ZD-loc, donc du locatif en zone de développement avec des loyers contrôlés par l'État pendant une durée de 10 ans. De la PPE avec des prix contrôlés. Des prix de vente contrôlés pendant 10 ans également par l'État, et une obligation, pour faire simple, de faire du logement d'utilité publique sous diverses formes. Je simplifie volontairement le propos pour à peu près 25-30% du programme. Et il y a aujourd'hui toute une discussion politique qui a lieu pour savoir si ces proportions doivent être maintenues. Alors, on va quand même expliquer. Donc, la location avec des loyers contrôlés par l'État, la vente avec un prix contrôlé par l'État. Les gens doivent habiter le logement qu'ils achètent, et s'ils veulent sortir de ce prix contrôlé d'achat ou de vente, parce qu'ils peuvent bien sûr revendre leur appartement, il faut attendre 10 ans. C'est-à-dire pendant 10 ans, tout est figé, tout est bloqué. Alors on peut vendre au prix où on l'a acheté. Exactement. Et puis ensuite, il y a cette partie de locatif, mais à bon marché. Voilà, l'idée, c'est de favoriser l'accès à la propriété, et puis de donner la possibilité tout simplement à des gens de se loger à un prix plus avantageux, parce que tout le monde ne peut pas se payer le même loyer. C'est exactement ça, c'est un très bon résumé. Aujourd'hui, les promoteurs, les personnes qui sont à la tête de ces différents projets, des fois plusieurs promoteurs, quand les projets sont importants. Il y a même des communes qui participent en tant que promoteurs à ces projets, selon la propriété du terrain. Est-ce qu'il y a des abus? Est-ce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les pourcentages que vous venez de nous présenter? Alors, ces pourcentages sont fixés par la loi, et la loi est faite pour être respectée, et le département du territoire veille strictement à son respect. Donc, non, il n'y a pas d'abus. Les pourcentages sont respectés de la même manière que le département du territoire veille à ce que l'obligation nouvelle pour le propriétaire d'un logement en PPE en zone de développement l'occupe effectivement. Donc, il y a un contrôle qui est très strict, qui est fait par le département du territoire. Ce qui est problématique aujourd'hui sur un plan politique, c'est que il y a une volonté de certains milieux de drastiquement baisser le nombre de PPE en zone de développement, et ça nous inquiète beaucoup, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait une possibilité en respectant les règles de la zone de développement, donc qui sont quand même très 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 cadrées, de faire alternativement 70% de PPE ou 70% de ZD locatif. Et il y a une volonté de certains de nos contradicteurs politiques de dire, mais en fait, théoriquement, on pourrait faire 70% de PPE, donc il faut qu'on en fasse moins, il faut qu'on diminue drastiquement le nombre de PPE en zone de développement. Mais dans les exemples qu'on vient de citer, moi j'ai regardé un tout petit peu les chiffres, il n'y a aucun endroit où il y a 70% de PPE. Alors non, et nous on a les chiffres précis, on est à 33% de réalisation de logements en PPE. Alors pourquoi? Parce que liberté ne veut pas forcément dire PPE. On peut imaginer un périmètre où un promoteur se dit que la PPE c'est super, et il fait 70% de son programme en PPE, et puis un autre programme qui est détenu par hypothèse par une caisse de pension, ou un investisseur en main publique qui lui se dit, non, mais moi je veux pas vendre, je vais faire créer du rendement. Je vais créer du rendement, je vais faire du ZD locatif, et puis ça m'ira très bien, et puis je vais pas faire un seul logement en PPE. Donc l'addition de toutes ces... Et puis, à nos yeux, on est quand même dans un monde où on est censé être à peu près libre, et puis on va pas empêcher la caisse de pension qui veut faire du locatif de faire du locatif. Donc, bon an, mal an, on est à un rythme de production d'un tiers de PPE, ce qui pour nous est pas assez, et qui est pour nous, et nous avons maintenant des études récentes qui nous permettent d'objectiver le propos. Nous considérons qu'on ne fait pas assez de PPE à Genève. Nous considérons qu'il y a une demande absolument énorme. Vous parliez de l'étang, vous parliez des communes d'Ambly. Il y a énormément de projets. Quand on regarde les chiffres des inscriptions, pour un logement PPE, on a entre 10 et 30 inscriptions, mais 30 inscriptions de personnes qui pourraient acheter, qui ont les moyens d'acheter. Donc on a une demande fantastique, phénoménale de logements en zone de développement, et on n'en fait pas assez, et on est dans une tendance où on nous dit qu'on veut en faire moins. Donc ça nous préoccupe beaucoup, parce que une étude du Crédit Suisse notamment a fait le lien sur le fait que
parce que Genève ne faisait pas assez de PPE, les gens quittaient le canton. Voilà. Il faut bien préciser que la production actuelle, si on utilise ce terme-là, ne peut pas répondre à la demande. Non, exactement. Et à Genève, principalement, on est dans un canton où il y a peu de propriétaires. Je pense que vous avez le chiffre précis. Oui, c'est 13%. Combien ? 13%. 13% Ouais. de propriétaires. D'accord, je m'attendais un tout petit peu plus. Non, c'est très peu. Vous restez avec nous, Pascal Pétro, vous êtes président de la Chambre genevoise immobilière. On revient dans un instant. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Les jus de fruits frais Andros présentent le Caribana Festival du 5 au 9 juin à Crampry-Séligny. Le premier des festivals de l'été accueillera Robin Schulz, Synapson, Jeanne Haddad, Morchiba, Les Négresses Vertes, Bastian Baker, 3 cafés gourmands et bien d'autres. Infos et réservations sur caribana.ch. Couper, tailler, tendre, 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 couper. Afin que l'énergie ne manque jamais en jardinant, le système de batterie de l'expert du jardinage. Seulement maintenant avec un accu gratuit pour tout achat d'un appareil à accu. Plus d'infos sur gardena.com. Gardena. Samedi 4 mai, 35e édition de Courir pour aider. Une vraie fête au cœur du village de Meignier. Venez participer ou soutenir les participants aux différentes courses de la journée. En partenariat avec Radiolac. Plus d'infos sur courirpouraider.ch. Avec le soutien de Citroën Genève et la C5 Aircross, équipée de suspension à butée hydraulique progressive. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. Radiolac, les clés de l'immobilier. Et de retour dans les clés de l'immobilier, votre rendez-vous immobilier et urbanisme jusqu'à midi avec Enzo Lebo et sur Radiolac. Nous sommes toujours avec Pascal Pétro, qui est président de la Chambre genevoise immobilière. On en est resté à 13%. Ça me semble peu. 13 ou 15% suivant les statistiques. Mais c'est très peu. C'est trop peu. Donc, à votre avis, plus de construction de PPE permettrait aux Genevois d'être plus souvent propriétaires? Ah oui. Ah oui, et ça permettrait d'éviter les exodes dont je parlais tout à l'heure, mis en évidence par l'étude du Crédit Suisse. Et une autre étude de la Haute École de Gestion, les chiffres font froid dans le dos. Il y a 2000 personnes qui quittent le canton, qui vont, on en a souvent parlé en France voisine, mais qui vont aussi dans le canton de Vaud. Le Crédit Suisse a étudié les profils de ces gens-là. C'est souvent des cadres, des chefs d'entreprise, des gens qui ont un pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat assez important. Donc ça fait moins de recettes fiscales pour le canton, des dépenses de consommation en moins, qui ont été évaluées par la Haute École de Gestion entre 500 millions et 700 millions par année de dépenses de consommation en moins, c'est pas rien. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut avoir des gens qui payent des impôts, mais pour ça, il faut qu'ils habitent à Genève. Soit on n'en veut pas, et auquel cas, on court à la catastrophe. Donc, voilà. Pour nous, il y a un lien direct et évident entre la construction de PPE et la fiscalité, et le bonheur et la prospérité du canton. Alors, il y a un autre élément qui, éventuellement, pourrait faire partir du monde, pas forcément des habitants, mais des entreprises. C'est la votation RFFA qui se tiendra donc le 19 mai prochain. RFFA, moins d'impôts pour les entreprises, moins d'impôts également, moins d'argent dans les caisses de l'État et de la Confédération. Quel est le mot du président de la Chambre genevoise immobilière à ce sujet ? La Chambre genevoise immobilière s'occupe de fiscalité immobilière au premier chef. Donc, notre mission n'était pas directement d'intervenir de manière prépondérante dans le cadre de la campagne RFFA, mais nous la soutenons. Nous l'avons fait publiquement dans notre magazine Immoscope, et c'est bien volontiers que je vous dis que la Chambre genevoise immobilière, qui considère que la substance fiscale est épuisée à Genève, que ce soit pour les propriétaires immobiliers ou les autres, est favorable à toute diminution d'impôts, parce qu'elle part du principe que c'est pas parce qu'on diminue les impôts que les caisses seront vides, parce que quand on crée du dynamisme, on crée de la richesse, et la richesse est ensuite imposée. Et donc nous sommes alors totalement favorables à cette réforme RFFA. Très bien, donc prochain rendez-vous avec ces votations le 19 mai
prochain. Ce seront des votations au niveau, autant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal en ce qui concerne Genève. On va maintenant poser quelques questions, non pas au président, on va dire à l'avocat. Vous êtes Pascal Pétraud, donc on va vous mettre en exercice. J'ai la pression. J'espère que vous avez retenu votre leçon. Oui, mais vous savez qu'un avocat, sa réponse usuelle, c'est ça dépend. Ça dépend. Vous êtes prévenu de ça. D'accord. Mais je me lance quand même dans l'exercice. On a parlé tout à l'heure de propriétaires de villas qui pourraient éventuellement se retrouver dans une zone de développement et donc obligés de partir, de vendre leurs biens. Que se passe-t-il si un de ces propriétaires ne veut pas vendre, dire moi je suis désolé, j'habite ici, je reste ici, j'y suis bien. Dans quelle mesure on peut se faire exproprier lorsqu'on est propriétaire? Alors on peut, la législation le prévoit, mais ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas de cas Non. D'accord. Non. Non. Heureusement. Alors, heureusement, le fait que la législation le prévoit ou le fait que ça n'ait jamais le fait que ce soit jamais arrivé. Non, il faut être clair, la loi permettrait sur un plan théorique d'exproprier un propriétaire de villa en zone de développement qui ferait le principe du village d'Astérix et qui attendrait les tracteurs avec un bazooka. Sauf que politiquement, c'est trop... c'est quelque chose qui a été à peu près tenté sur la pointe des pieds par quelques conseillers d'État il y a pas mal d'années. Ça s'est jamais concrétisé et heureusement, et c'est vrai que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher qu'on commence à exproprier des gens en zone villa, ça va pas comme ça. Alors maintenant je m'adresse à propriétaire, enfin celui qui n'est pas encore propriétaire, il devient propriétaire dans une PPA, donc il est accompagné d'autres propriétaires, ça devient des copropriétaires, et puis dans cette PPA, à un moment donné, il y a l'un des copropriétaires qui n'aurait éventuellement plus les moyens de participer, par exemple, à la rénovation des communs, que ce soit la façade, l'escalier, ou encore d'autres locaux qui sont partagés par les copropriétaires. Est-ce qu'on peut continuer à faire les rénovations? Comment ça se passe pour celui qui ne paye pas? Alors, pour ceux qui devraient payer à la place de celui qui ne paye pas. Je vais commencer par donner une réponse qui est pas juridique, qui est pratique, mais qui est essentielle. Dans toutes les PPE, vous avez ce qu'on appelle un fonds de rénovation. C'est-à-dire que chaque année, les copropriétaires, lors de l'Assemblée générale, décident de mettre de côté, sur les acomptes de charges qu'ils sont payés chaque mois, des montants qui sont destinés à alimenter un fonds de rénovation. Et le but de ce fonds de rénovation est justement de pouvoir faire face au type de dépenses dont vous parliez tout à l'heure. Donc dans une PPE qui est bien gérée, normalement, il n'y a pas d'appel de fonds supplémentaires qui sont demandés aux copropriétaires. Ça peut arriver, j'ai vu des cas où ça arrive, c'est parfois très 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 douloureux de demander des appels de fonds. Je l'ai vu en particulier dans une PPE où j'ai habité il y a quelques années. Les appartements au départ avaient été vendus très très peu cher, et puis les derniers arrivants les avaient achetés à des prix un tout petit peu différents, et puis ils étaient à peu près essorés quand il s'est agi de refaire les façades. Bon, donc c'est des cas qui arrivent. Heureusement, ça arrive très très peu souvent. Alors, quand on parle de travaux nécessaires, tels que ceux auxquels vous faites allusion, l'avis de la majorité prime, et puis il faut essayer de trouver des solutions pour aider les propriétaires qui ont des difficultés par des prêts, éventuellement avec des financements bancaires alternatifs, etc., etc. Donc des solutions peuvent être trouvées, mais sur un plan formel, on peut être coercitif, de la même manière que si quelqu'un ne paye pas ses charges de copropriété, on peut déposer une hypothèque légale sur la part de copropriété du propriétaire concerné. D'accord, et cette hypothèque légale pourrait être activée au moment, par exemple, de la vente de l'objet. Même avant, l'hypothèque légale, le but d'une hypothèque légale, qu'elle soit en matière de PPE ou autre, elle a pour objectif de permettre la vente forcée d'un bien. C'est-à-dire que si on va plus loin, oui. Voilà. D'accord. Et c'est au moment de la vente, finalement, que les gens qui ont prêté l'argent ou qui n'ont pas été payés pour le travail qu'ils ont fait récupèrent ceux qu'ils ont l'argent pour lequel ils ont travaillé. Ensuite, si on parle toujours de copropriété, de voisinage, comment on règle les problèmes de voisinage finalement? Est-ce que dans une copropriété, qu'elle soit dans un commun de villa ou alors dans une PPE, est-ce qu'il y a des règlements qui peuvent être au-delà de la loi? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une PPE est réglée par un règlement d'utilisation, on appelle l'administration et l'utilisation, on appelle le RAU. La Chambre genevoise immobilière a fait un règlement type qu'on a d'ailleurs récemment remis un petit peu au goût du jour pour tenir compte de problématiques nouvelles et de nouvelles technologies. Mais ce RAU peut être librement modifié par les copropriétaires, et celle-ci, donc le RAU de base prévoit déjà un certain nombre de règles de bonne intelligence et de bon voisinage.
Mais les copropriétaires sont libres de se lier par d'autres règles qu'ils auraient eux-mêmes définies. Un des sujets qui fait débat, pour donner un exemple un peu parlant, c'est barbecue par barbecue, par exemple. Vaste débat. Voilà. Qui a le droit de faire une grillade dans la copropriété? Tout le monde ou que ceux qui habitent au dernier étage? Non, on peut imaginer aussi un barbecue dans les parties communes. Aussi, éventuellement. Oui. Donc c'est pas à l'intérieur, ça va. Merci beaucoup Pascal Petro d'avoir été notre invité dans les clés de l'immobilier sur Radio Lac. On se retrouve le 10 mai, c'est ça? Pour le derby roman? Absolument. Entre Lausanne Sport et Servette FC. Avec le maillot. On va pas dire quel maillot. Chacun est libre. Très bien. En démocratie. Merci beaucoup, à bientôt. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Lac pour les clés de l'immobilier. Merci Fabien. C'était Les Clés de l'Immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com.